Parce que les marchés qui portent l'économie corse ont été mécaniquement les plus touchés, la crise est plus grande chez nous. Et quel meilleur lieu pour mesurer ses effets qu'un aéroport? Prébilan et perspective, bienvenue dans cette émission intitulée « Une économie à la mer ». Buonasera, ringraziabili di seguire questa emissione speciale consacrata dunque à crise économique, qui in Poretta, comme une image, la même où chaque semaine, ses effets sont mesurés. Sur ce plateau, les différentes parties aux prises avec cette crise. D'abord sur le terrain politique, parce que la bataille pour arracher des fonds publics est essentielle. Ce ressort politique, nous l'envisagerons avec Gilles Simeoni, le président de l'exécutif de Corse, et Jean-Martin Mondologne, qui préside aux destinées du groupe Perlaven à l'Assemblée de Corse. Bonsoir à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plus tard, Gilles Simeoni, vous serez confronté aux représentants des métiers de l'hôtellerie, métiers parmi les plus touchés, ainsi qu'à un porte-parole des salariés, eux aussi dans le doute. Le président de la CCI de Haute-Corse, Pierre Orsini, et Dominique Cialelli, le créateur de l'entreprise Pietra, clôtureront l'émission, toujours en votre présence pour tenter de dessiner des prospectives. Précision importante. Évidemment, l'État a été invité à participer à nos échanges. Le préfet de Corse dit n'avoir pu se libérer, mais dans le même temps, il n'a pas souhaité qu'un autre représentant de l'État débatte ici avec nous. C'est fort dommage, mais nous ferons valoir, malgré tout, ici ou là, le point de vue de l'État. Une économie à la mer, sauvetage en cours, premier chapitre de cette édition. Gilles Simeoni et Jean-Martin Mondologne, si vous le voulez bien, pour fixer nos débats, deux chiffres d'entrée qui disent la force de cette crise chez nous. Le PIB, soit la richesse produite en France, moins 11%, c'est un chiffre qui date déjà depuis plusieurs semaines. Moins 18% en Corse. Et selon l'INSEE, une autre donnée fondamentale, l'emploi, moins 2,8% d'emploi au niveau national, moins 6% en Corse. Une bataille politique s'est donc engagé autour de la contractualisation entre la Corse et l'État pour la relance, Gilles Simeoni. Jusqu'alors, selon les socioprofessionnels insulaires, la violence subie par l'économie corse n'a pas été encore suffisamment entendue par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Prendrez-vous de nouvelles initiatives pour faire avancer ce dossier? Est-ce que vous allez changer de méthode? Bonsoir, merci de votre invitation. Bonsoir Jean-Martin. Alors, rapidement, premièrement, la crise du Covid-19, la pandémie Covid-19 a des conséquences sanitaires, économiques, sociales dans le monde entier, en Europe, en France et bien sûr en Corse. Deuxièmement, cette crise a des effets majorés. Vous avez rappelé deux chiffres, on pourrait en rappeler d'autres. Des effets majorés dans notre île pour des raisons objectives. D'abord, parce que nous sommes une île, qu'on fait transport maritime, transport aérien. Aujourd'hui, un hall d'aéroport désert. Structure de la population, beaucoup de personnes âgées, taux de pauvreté, île-montagne, structure du tissu économique et social avec une quasi-totalité des entreprises qui sont des TPE ou des PME. Donc, par prépondérant du tourisme, tout ceci objective une situation qui est aujourd'hui une situation plus grave en Corse qu'ailleurs, pour l'entreprise, pour les salariés, pour l'ensemble des Corses. Deuxièmement, à circonstances exceptionnelles, il faut une réponse exceptionnelle à la hauteur des enjeux. Et cette réponse, nous avons commencé à la construire à travers un double effort. D'abord, faire converger la représentation politique et la représentation économique et sociale dans sa diversité. J'ai été invité le 27 octobre dernier à l'initiative de la CCI à participer à une rencontre où étaient présents des institutions consulaires, des organisations interprofessionnelles, des syndicats, et il est remonté du terrain une attente forte, celle de dire nous avons besoin d'être écoutés, d'être entendus, d'être soutenus, et nous avons besoin de construire une démarche originale avec les élus. Jusqu'alors, vous n'avez pas encore été entendu par l'État? Pour l'instant, non. Mais premier volet, c'est celui-là, et puis le deuxième volet, c'était de revenir vers l'Assemblée de Corse avec un matériau co-construit avec les acteurs économiques et sociaux et demander bien sûr à la collectivité de Corse, à l'Assemblée de Corse, représentation élue de la Corse, aux organes consultatifs,
CESEC, Assemblée des Juventus, Chambre des territoires, Et c'est le plan Salvezza qui a été de voté. contractualiser et de donner à cette démarche d'ensemble une force et une légitimité sans précédent dans l'histoire contemporaine. Ce premier pas, qui est un pas, à mon sens, essentiel à la crédibilité de la démarche, a été accompli. Reste maintenant à continuer. Et pour continuer, bien sûr, il faut dialoguer avec l'État. Il faut réussir à obtenir un cadre, une méthode et sur le fond des mesures qui soient adaptées à la situation. C'est l'enjeu des jours et des semaines à venir. Jean-Martin Mandolani, entre la déférence que vous prôniez et le respect entre les partis appelés de ses voeux par Jean-Guy Talamogne, on a vu une querelle sémantique qui vous a un petit peu opposé ces dernières semaines, mais il nous semble qu'il y a là une vraie portée politique. Quel rapport faut-il désormais engager avec l'État ? Il faut s'adresser au préfet, à Bruno Le Maire, à Matignon ? Bonsoir, buonasera a tutti. Je crois que la Corse est en souffrance et il faut faire l'économie des querelles de sémantique. Ce sont des discussions de salon. Vous avez eu raison de rappeler, quand même. avec une portée politique, mais ce n'est pas le sujet du jour. Et je crois que ce qui intéresse celles et ceux qui nous écoutent, c'est de savoir dans quelles conditions on va pouvoir venir en aide à celles et ceux qui en ont vraiment besoin. Je crois que vous avez raison de rappeler que le débat politique n'est plus aujourd'hui le débat de l'Assemblée de Corse. Il est désormais situé sur un autre registre. L'Assemblée de Corse a fait son travail. Elle fait son travail en s'adossant à un travail qu'il faut saluer au préalable, qui est celui des socioprofessionnels qui ont retroussé leurs manches et qui ont bâti un socle de propositions suffisamment solide pour qu'elles trouvent une adhésion au sein de l'Assemblée de Corse, nonobstant un certain nombre de ratés démocratiques. L'heure n'est plus à la critique aujourd'hui. Plan que vous avez voté, d'ailleurs. Plan que nous avions voté au préalable, indépendamment du reste des amendements qui ont contribué à améliorer le plan. Et je crois que nous avons fait notre part de l'effort en ce domaine. La question aujourd'hui, elle est de savoir, puisque le plan est bon, que à la fois les socioprofessionnels, à la fois les élus du peuple considèrent qu'il a une consistance, c'est de le mettre en œuvre maintenant. Et nous avons besoin de l'État. Je voudrais regretter au passage l'absence du préfet ou de son représentant. Ils ont été invités, on l'a dit en préambule. J'espère ne pas y voir un signe de mauvais augure, car le plan ne trouvera sa pleine adhésion et sa pleine fonctionnalité, sa pleine opérationnalité, que s'il s'adosse à l'effort de l'État. Lequel État aujourd'hui essaie de nous faire rentrer dans une grille nationale qui ne correspond pas, le président l'a rappelé, aux singularités de notre territoire et précisément à la singularité, à la spécificité de notre Donc il faut économie. prendre en compte ces spécificités, on va y venir. Les voies et les moyens d'un dialogue fertile et constructif. Le plan Salvezza, dont vous avez déjà parlé, et l'un et l'autre de la CDC, les chiffres et les aides d'État d'ores et déjà affichés par la préfecture, les fonds européens, tous les chiffres de l'argent public pour la relance, c'est avec Kaël Serrer et Lionel Lugiani. Quelles mesures de soutien à l'économie corse ? L'île bénéficie bien sûr, comme les autres territoires, du plan national France Relance. Présenté en septembre, ce dernier prévoit de mobiliser 100 milliards d'euros en 2 ans autour de 3 axes, la transition écologique, la compétitivité et la cohésion sociale et territoriale. En Corse, 1,4 milliard d'euros ont déjà été dépensés en soutien aux entreprises depuis le début de la crise. Quels sont les détails de la déclinaison territoriale du plan national ? Difficile à dire car Pascal Lelarge, le préfet de Corse, a refusé de répondre à nos questions. Une chose est certaine, aujourd'hui l'État se projette dans la deuxième phase, celle de la relance. Autant on a voulu sauver toutes les entreprises, quelle qu'était leur structure financière, autant là on ne parle que d'aider celles qui ont vraiment un potentiel de rebond. On ne pourra pas continuer à financer toutes les entreprises. Donc là, il y a bien un changement. On voit bien qu'on est faire des mesures plus sélectives, plus lourdes d'investissement, avec la garantie de l'État, faites par les banques, mais pour préparer, disons, l'étape d'après. Pour autant, le plan France Relance est loin de faire l'unanimité en Corse. Élus et socio-professionnels le dénoncent depuis des semaines. Pour eux, les mesures nationales ne sont pas adaptées aux spécificités de l'économie insulaire. Je vous le dis très sincèrement, je ne suis pas dans une logique de bras de fer avec l'État, mais ce que j'ai entendu jusqu'à aujourd'hui de la façon d'aborder la problématique des semaines et des mois à venir ne me rassure pas. Le 27 novembre, l'Assemblée de Corse a adopté son propre plan dont le premier volet est baptisé Salvezza. Son coût, 400 millions d'euros, dont 100 millions financés par la collectivité. Le plan prévoit d'investir sur 6 axes. Accompagnement au financement des entreprises,
soutien à l'activité, aide à l'emploi, accompagnement des précaires, développement d'un réseau de relance et valorisation des mesures fiscales. Problème, le volet fiscal est le plus important et devra nécessairement être financé par l'État. Or, aucune contractualisation n'est encore à l'ordre du jour. Sur tout ce qui concerne les mesures fiscales, on est quand même sur des choses qui relèvent de l'État et qui, bien que proposées par l'exécutif, ne semblent pas si évidentes que ça à mettre en œuvre. Donc, si le plan Salvezza fonctionne dans les mesures qui ont été présentées, il sera probablement suffisant, je ne saurais pas le dire, mais en tout cas utile, ça c'est certain. Toute la question est de savoir si la coopération État-CDC permettra de le mettre en œuvre de façon efficace. Autre incertitude, comment seront utilisés les fonds du plan européen ? Après des mois de blocage, un accord a enfin été trouvé entre les pays de l'Union pour permettre le versement des fonds. Le plan européen de relance post-Covid est chiffré à 750 milliards d'euros. Sur cette somme, la France devrait toucher une enveloppe de 40 milliards. Cette rencontre au sommet entre l'État et la Corse, vous l'appelez de vos voeux, Gilles Simeoni, elle n'est toujours pas fixée. Vous avez pris des contacts en l'espèce ? Oui, dans le cadre du mandat qui m'a été donné par l'Assemblée de Corse, j'ai bien sûr multiplié les contacts au plus haut niveau. J'ai saisi le président de la République, j'ai saisi le Premier ministre, j'ai eu un entretien avec Madame Gouraud et j'ai eu des échanges avec le préfet de Corse, dont je regrette moi aussi l'absence, mais je ne veux pas voir dans cette absence de l'État aujourd'hui autre chose qu'une occurrence malheureuse. Par contre, sur le fond, et je le dis avec solennité, au moment où je parle, je suis inquiet parce que je n'ai pas entendu de la bouche de mes interlocuteurs la réponse que nous attendons, que nous espérons et que nous souhaitons, c'est-à-dire la définition d'un cadre de dialogue, d'objectifs partagés, de recherche d'une contractualisation à la hauteur des enjeux, disons-le clairement. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, la seule chose qui est proposée à la Corse, ce n'est pas de prendre en compte, malheureusement, le vote unanime de l'Assemblée de Corse, ce n'est pas de prendre en compte la convergence à élargir encore qui s'est construite entre la représentation élue de la Corse unanime et une très grande partie des forces économiques et sociales. L'heure n'est pas du côté du gouvernement, semble-t-il, à la prise en compte de cette demande. Ce que l'on m'a répondu, c'est qu'il existe un cadre général. Il y a une réponse aujourd'hui, Gilles Simeoni, concrète. Vous allez être reçu ? J'ai demandé à ce que nous soyons reçus par le Premier ministre, comme cela a été prévu, avec une délégation représentative de la diversité politique. Aujourd'hui, pas de réponse. À cette heure, pas de réponse. Pour l'instant, la réponse est négative. C'est pire qu'une absence de réponse, mais bien sûr, j'espère que dans les heures ou dans les jours à venir, cette position va s'infléchir du côté de l'État et qu'une réponse positive sera donnée. Et au-delà de ce premier rendez-vous, ce qu'il faut, c'est définir, je le répète, une méthode avec des objectifs. Un exemple simple. Vous avez parlé tout à l'heure d'un plan de 100 milliards d'euros pour la relance, au plan français global. C'est le plan France Relance. France Relance. Nous, ce que nous demandons très simplement, c'est une demande que nous faisons en commun, c'est de savoir combien, dans cette enveloppe de 100 milliards, combien seront fléchés pour la Corse. C'est une demande, me semble-t-il, élémentaire pour savoir comment ensuite nous allons arbitrer nos priorités et faire nos arbitrages. Ne serait-ce qu'à cette simple question, on me dit, les choses ne se posent pas comme ça. Faites remonter des projets et puis nous verrons si nous les finançons. Mais ce que j'ai répondu, c'est que si nous acceptons d'avancer à l'aveugle ainsi, nous risquons de nous retrouver avec une multiplication de démarches sans vision cohérente et stratégique d'ensemble, avec une logique du premier arrivé, premier servi, qui va créer un sentiment d'inéquité, un sentiment d'insuffisance et un sentiment de frustration. Si on reste dans la méthode actuellement préconisée par l'État, je le dis avec regret, mais avec certitude de ne pas me tromper, nous allons collectivement échouer,
Par contre, si, comme je l'espère, l'État, au plus haut niveau, fait évoluer sa position, je sais que nous avons les moyens d'avancer dans un dialogue fructueux, et c'est en tout cas l'objectif que nous nous sommes donnés. Le plan Salvet, dont on a déjà largement fait état, c'est 400 millions d'euros, 300 millions. C'est la part de l'État que vous avez envisagée pour l'État. Jean-Martin Mondoloni, ce plan, on l'a dit, vous l'avez voté, vous avez fait valoir quelques amendements. Vous avez aussi pointé du doigt dans le débat à l'Assemblée de Corse que la Corse était en retard dans ce débat politique par rapport aux autres régions. Certaines régions ont marqué un temps d'avance. Mais la question aujourd'hui, c'est de savoir Lesquelles on avance, notamment Rhône-Alpes. Je dis simplement que nous devons, à minima, exiger des services de l'État qui fixent le quantum de l'aide. Paris nous regarde depuis maintenant... Vous êtes d'accord avec J.C. On ne peut pas ne pas être d'accord. Paris nous regarde depuis plusieurs décennies comme 0,5% de toutes les aides nationales. Quel que soit le secteur d'activité, lorsque Paris prend une décision qui porte sur le territoire national, nous sommes destinataires de 0,5%. Il y a un plan de 100 milliards. On ne voit pas pourquoi 500 millions d'euros, puisque c'est la règle, ne seraient pas consacrés à la Corse. 100 millions au titre de la fiscalité et 400 millions au titre de l'aide directe, pour simplifier les choses. Je crois qu'il faut partir de ce socle minimal et exiger davantage en construisant et en faisant acte de proposition, comme ça a été fait sur la base du plan que nous avons voté. Je suis par contre inquiet dans le reportage des propos du directeur de la Banque de France. On vit dans un système, le système d'aide en Corse comme ailleurs, du reste, fait qu'en gros, les gros grossissent et les maigres maigrissent. C'est la règle. Empirique, ce n'est pas ce que nous fixons comme règle, c'est l'observation empirique des choses. C'est le directeur de la Banque de France en train de nous dire. Alors que dans le contexte Covid, l'observation empirique, c'est que les gros vont s'en sortir, mais les maigres vont crever. Je discutais tout à l'heure en aparté avec les représentants de la Chambre de commerce, me disent qu'il y a déjà un quart des entreprises, 6 000 entreprises, qui sont, détectées comme en très grande difficulté. On ne va pas expliquer à ces gens-là qu'on va les laisser crever. Tout l'enjeu de ce plan que nous devons mettre en œuvre, à la fois sur front propre. Et il s'agit de mobiliser très rapidement ce que nous avons voté sur les fonds de la collectivité et des 300 millions qui, sur le moyen et long terme, doivent aider précisément aussi ces petites entreprises à durer et à sauver leur peau. Justement, cette bulle, parce que c'est une bulle, Gilles Simeoni. Si vous permettez. Oui. D'abord répondre d'abord, mais après il faudra que je vous pose une ou deux questions parce qu'il reste très peu de temps dans ce débat politique. Jean-Martin Mondoloni le sait, je ne suis pas d'accord sur les 0,5%, je pense qu'il faut aller plus loin, mais on en sera peut-être d'accord. Il faut partir de ce socle, à mon avis. Ce qui est certain, c'est qu'on objective un certain nombre de critères qui démontrent que la Corse, proportionnellement, a plus souffert et que donc elle a besoin des aides différentes. Je prends un exemple sur 20 milliards d'impôts de production abandonnés par l'État dans le cadre du plan de 100 milliards. Ça profite à la Corse à concurrence de 13 millions d'euros. Vous voyez bien qu'il y a une distorsion. Ça vient du tissu entrepreneurial. Il faut tomber sur un point d'accord. Il faut le considérer comme un socle minimum. Bien sûr, il faut aller plus loin. Deuxième point, ce qui m'a été dit très clairement jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi? Et là, je rejoins le risque qui est pointé par Jean-Martin Mondoloni et par tous les observateurs. Aujourd'hui, le discours à Paris, je laisse de côté l'aspect politique qui est central pour nous. Mais je vais me concentrer aujourd'hui sur notre objectif économique et social, celui de la survie d'abord et de la reconstruction ensuite. Ce qu'on nous dit à Paris, c'est premièrement, finalement, les choses ne vont pas si mal en Corse, mot pour mot. Deuxièmement, on vous a déjà beaucoup aidé, 2 fois plus qu'ailleurs. Troisièmement, et ce sont les propres paroles de certains de mes interlocuteurs, la situation est sous contrôle. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a une méconnaissance radicale de ce qu'est la réalité de la situation économique et sociale aujourd'hui et de ce qu'elle risque de devenir demain au niveau de l'État, on vous entend, avec un risque de véritable explosion économique et sociale qui est à nos portes. Justement. Risque qui peut se réaliser dans les semaines à venir. Pardonnez-moi, l'État doit en prendre la mesure. Justement, cette bulle qui est peut-être créée par les plans d'État, elle va arriver. Il va y avoir des défaillances d'entreprises. Comment la prévenir? Est-ce que vous avez des leviers vous-même à votre échelle? C'est la vision stratégique que nous voulons faire partager par l'État. Nous sommes prêts à des discussions. Je n'ai jamais dit, et personne d'entre nous n'a jamais dit, que les choses que nous avions votées à l'unanimité étaient à prendre ou à laisser. Nous, ce que nous voulons, c'est identifier un chemin. Et que sur ce chemin, l'État reconnaisse qu'il y a en Corse une situation économique et sociale particulière qui demande une méthode et des mesures adaptées à nos spécificités et aux enjeux. Nous pouvons réussir, mais à condition, bien évidemment, que l'on écoute ce que la Corse dit et ce qu'elle dit aujourd'hui
d'une même voix avec force. Le plan européen, on va en voir aussi quelques chiffres, c'est 750 milliards d'euros. Il a définitivement été adopté, les vétos hongrois et polonais ayant sauté. 40 milliards d'euros pour la France. Combien pour la Corse? Est-ce que ça va être fléché? Est-ce qu'il va falloir initier là aussi du lobbying? Est-ce qu'il va falloir ici, là aussi, initier un rapport de force, Jean-Martin Mandologne? Je crois qu'il est temps de s'entendre Rapport de force politique. sur un fond méthodologique, c'est-à-dire sur la méthode. Est-ce que l'État, oui ou non, est prêt à reconnaître la singularité de notre situation aux critères que nous avons énoncés en préambule? Oui ou non? Si tel est le cas, à ce moment, il faut engager des discussions sereines. Moi, je ne milite pas, vous le savez, pour le rapport de force. Je milite pour un rapport qui soit basé sur le respect de nos partenaires. L'État ne peut pas réussir en Corse sans la collectivité ne peut pas réussir en Corse sans l'aide de l'État. Nous sommes voués à nous entendre. Je crois qu'il y a désormais... quand même, on peut voir juste le chiffre, 1,4 milliard, dont 890 millions d'euros. Il n'y a pas un socio-professionnel. Ce sont des prêts. Il n'est pas un socio-professionnel qui, honnêtement, ne soit en situation de reconnaître que l'État a fait une part d'efforts conséquentes, notamment avec le chômage partiel. Je serais plus mesuré sur le PGE. Ça reste un emprunt et ça fait... À un moment donné, le mur de la dette va arriver. Ce qu'on appelle le mur de dette. Mais l'État a été présent d'une certaine façon au rendez-vous. On ne voit pas pourquoi il ne le serait pas davantage dans les mois et les années qui viennent, puisqu'on part d'une sortie de crise probable vers 2023. Oui. Donc on est sur un chemin long. Je crois qu'il y a un temps court aujourd'hui, une séquence qu'il faut amorcer très rapidement. Je crois qu'un rapport de confiance qui doit s'installer entre la Corse et l'État. Il semblerait que nous soyons sur un rapport de défiance. Nous ne pouvons pas nous autoriser ces querelles politiciennes à l'heure où on se parle. Je crois qu'il en va de la survie des entreprises. Derrière la survie des entreprises, il y a la survie d'hommes et de femmes qui sont salariés dans cette entreprise. Je crois que ces querelles-là n'ont pas vocation à durer. Il faut les dépasser, créer les conditions. Querelles entre Gilles Simeone et pas le gouvernement? Pas forcément. Vous parlez de quelle querelle? Je ne suis pas venu sur ce plateau pour faire un débat politique qui viendra en son temps, sur les rapports entre la collectivité présidée par Gilles Simeone et l'État. Moi, je suis venu sur ce plateau pour rendre opérationnelles des mesures aujourd'hui que nous avons votées, non pas dans un consensus mou, mais avec force et détermination. Il faut les mettre en œuvre, il faut faire sa part de l'effort, et l'État doit nous ouvrir les portes pour que nous mettions sur la table ces propositions et qu'elles soient négociées. On n'est pas dans une stratégie du tout à prendre, on est dans une stratégie de négociation et d'amorce d'un dialogue fertile au service des ressortissants. En filigrane de cette émission, Gilles Simeone, il y a évidemment la crise sanitaire. Elle pourrait toucher à sa fin, mais Jean-Martin Mandologne, il le disait, la crise économique va perdurer au moins sur plusieurs exercices. Il va y avoir à un moment donné aussi la question des finances publiques, de vos finances à la CDC, des finances de l'État, des finances de l'Europe. Est-ce que ça, il faut le reporter à beaucoup plus tard? En fait, tout se tient bien sûr sur la réponse économique et sociale que nous voulons apporter. Je crois qu'on a une démarche pragmatique, pensée, une réponse de très court terme, parce que le feu è nuovo in casa, e ce la fa presto. Per tutte le guerre qui risigueggiano disparisce. Ça, il faut l'entendre, il faut que tout le monde l'entende, y compris à Paris. Et d'autant que ça va peut-être pas faire beaucoup de bruit. Une démarche, des petites sociétés. Une démarche d'urgence, parce que, et c'est toujours difficile, et même, à mon avis, pas souhaitable d'opposer l'économique et le social. On l'a dit tout à l'heure, il y a des mesures que l'on considère relevées de l'entreprise. Mais lorsque nous aidons ou nous essayons d'aider au mieux le petit artisan ou le petit entrepreneur de village ou le petit commerçant de proximité ou le chômeur ou le jeune apprenti ou le jeune étudiant en recherche d'un stage, c'est à la fois de l'économie et du social. Ou la personne qui se retrouve au RSA, plus 20% de demande et augmentation de notre part de 6 millions d'euros de l'aide à la formation pour ces personnes pour qu'elles ne tombent pas dans les trappes de la précarité et de l'exclusion. Donc, d'abord, une réponse urgente, c'est le volet Salvez, et ensuite une réponse de moyen et de long terme, ce sera le volet Relaunch, c'est-à-dire la transition écologique, c'est-à-dire la transition économique et sociale, et à notre avis, un nouveau modèle économique et social qui doit placer au cœur les valeurs, notamment les valeurs de solidarité. On l'envisagera dans notre troisième chapitre. Je comprends tout à fait qu'on nous dise qu'il faut des projets pour 2020, c'est la fin de l'année, 2021-2022. Oui, bien sûr. Mais il faut penser à plus long terme. Mais il faut que ces projets s'inscrivent dans une vision stratégique d'ensemble partagée. Merci. Dernière question à vous, Jean-Martin Mandologne. Hypothèse d'école, vous êtes dans la campagne des territoriales aux côtés de Laurent Marcangeli. Vous développez vos idées économiques. La première que vous mettriez en avant en ces temps de crise, laquelle ? Je crois que la transition écologique aujourd'hui, c'est plein supplément d'âme. Ce n'est pas une hypothèse folle.
C'est un devoir à la fois pour sécuriser notre territoire durablement face aux risques environnementaux, face aux risques de dérives environnementales, et aussi parce qu'on le voit bien, à la fois les fonds d'État et à la fois les fonds européens qui vont arriver vont être très largement fléchés là-dessus. Donc je crois qu'il faut s'inscrire dans l'air du temps. Et je crois que l'écologie aujourd'hui est vraiment la seule alternative politique qui soit audible aux yeux des concitoyens, qui manifestent à l'égard des élus et des représentants en général un vrai mouvement de défiance. Peut-être source aussi de niche d'emploi. Merci Jean-Martin Mondolène d'avoir participé à cette émission. Vous remettez votre masque, on vous libère. Merci beaucoup. Une économie à la mer, des acteurs en détresse, second chapitre. Nous sommes toujours à Poretta pour évoquer l'économie corse et l'on va verser désormais dans le concret, au quotidien. Comment les acteurs premiers, les artisans, les entreprises vivent cette crise? Jean-André Marchiani et Stéphane Lapera. Ils sont fleuristes, fournisseurs de boissons et restaurateurs. Depuis 10 mois, ils subissent la crise sanitaire devenue économique et ont accepté de partager avec nous leur vision, leurs craintes et leurs incertitudes. Mélissa a ouvert sa boutique il y a 1 an et demi sur la place Claude Pape, dans les quartiers sud de Bastia. Après seulement quelques mois d'existence donc, le premier confinement est décrété. C'est le début de l'arrêt forcé, d'une organisation différente du travail et de la découverte des dispositifs d'aide aux commerçants, souvent jugés insuffisants. Pendant le premier confinement, on a eu les aides de l'État, mais ça n'a pas servi à grand-chose. On a eu les 1 500 €, voilà, qui n'ont pas suffi à payer le loyer du coup. C'est rien du tout, 1 500 €. Et pendant le deuxième confinement, là, on n'a pas bénéficié d'aide du tout. Première conséquence de cette baisse d'activité et donc de rentrée d'argent, Mélissa aurait souhaité embaucher quelqu'un pour l'aider dans sa boutique. Impossible avec la conjoncture actuelle, elle restera seule. Comme ça? Oui. Je vous fais un paquet alors? Oui. Mais pour la jeune fleuriste, le plus dur dans cette crise sanitaire n'est pas l'aspect économique, c'est autre chose. Bonne fête, merci, au revoir. Le moral, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas trop où on va, mais on est toujours là et puis... Comme je vous dis, je le fais par passion. Donc quand j'arrive dans mon magasin le matin, je suis quand même assez contente et satisfaite de pouvoir déjà travailler pour moi et de faire des choses qui me plaisent. Mélissa est un exemple parmi tant d'autres, au milieu de toutes ces très petites entreprises qui composent le tissu économique insulaire. La Corse comptant plus de 16 000 artisans. Le plus dur, c'est de ne pas travailler. Vous savez, un artisan, les artisans, c'est des gens qui vivent de leur travail et qui n'attendent rien de personne. Et là, ils ont l'impression d'être devenus des gens qui demandent ou qui donnent l'impression de demander des aides alors que ce n'est pas dans leur gène. Il y a les petits artisans et puis il y a les plus gros qui subissent également de plein fouet l'épidémie de coronavirus et les confinements. Nous sommes ici à Ajaccio, dans les hangars d'un fournisseur de boissons pour bars et restaurants. Donc Albe, combien? 130 132 fûts vides et 230 fûts pleins. Ok, Coca? Cette année, Pierre-François Albertini a vu son activité et son chiffre d'affaires s'écrouler avec la fermeture de ses clients. Mais ce qu'il pointe du doigt, c'est surtout le statut particulier qu'a son entreprise au milieu de tout ça. Nous, on vit une situation complètement ubuesque parce que nous ne sommes pas fermés administrativement. Nos clients le sont. J'en veux pour preuve que nous, à titre personnel, on a perdu 97% du chiffre d'affaires sur la période. Mais pour l'heure, nous ne sommes pas intégrés et nous ne bénéficions pas des mêmes mesures de soutien que nos clients. Donc on se sent effectivement, on vit une situation ubuesque, voire véritablement injuste, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où on a la tête dans le sac parce qu'on se demande quand est-ce que tout ça va s'arrêter. Et c'est surtout le manque de visibilité qui nous afflige, quoi. Directement liés à cette activité, les restaurateurs, eux aussi, manquent cruellement de visibilité. Dans son établissement de la rue César Camping à Bastia, Stéphane nous présente sa salle où rien n'a bougé depuis plusieurs semaines. En place assise, on est sur 70 couverts. Bon, ça fait un peu mal au cœur de voir la salle comme ça, avec les chaises relevées. Mais bon, contraint et forcé, on respecte et on attend. Voilà. Habituellement café, mais aussi brasserie et salon de thé, aujourd'hui seul le coin pizzeria est encore en fonctionnement pour la vente à emporter. Mais en temps normal, les pizzas ne représentent qu'environ 15% de l'activité globale du restaurant. Tous les employés ont été mis au chômage partiel, seul le pizzaiolo est resté pour donner un coup de main, alors que les livraisons sont assurées par le patron lui-même.
Autre décision devenue impérative, le contrat d'un employé se terminant au 31 décembre ne pourra pas être prolongé en janvier. Un prêt garanti par l'État a également été levé, mais le restaurateur émet certaines réserves pour l'avenir. J'ai eu recours au PGE pour le premier confinement et après, là, je ne veux plus en faire parce que bon, c'est bien beau de faire des prêts, mais après, il faut pouvoir les rembourser. Si reprise d'activité il y a. Quelles que soient les filières et les secteurs d'activité, tous redoutent d'ores et déjà une troisième vague de contamination et un troisième confinement, alors que le second n'est pas encore terminé et encore moins digéré. Ciao Serge, bon appétit. Et l'on accueille sur ce plateau Karina Goffi, présidente de l'UMI Haute-Corse. Bonsoir madame. Jean Brignolet est à vos côtés, le secrétaire général du STC. Première question à vous, madame. On l'a vu dans le reportage précédent, il y a quelques problèmes pour vos adhérents. On a vu un distributeur, il peut y en avoir aussi dans les hôtels. Ils sont éligibles à certains types d'aides, les PGE, le chômage partiel, mais pas toutes les aides. Est-ce que ces aides sont suffisantes à l'heure où nous parlons pour vos adhérents en Corse? Alors, bonsoir. On vous entend, on vous entend. Aujourd'hui, les aides ne sont absolument pas suffisantes, ça c'est une évidence. Si on prend par exemple nos hôteliers, c'est pareil, ils n'ont pas de fermeture administrative, donc ils n'ont droit quasiment à rien. Le PGE, on a tous droit puisque c'est un prêt garanti par l'État, donc ceux qui veulent y aller, ils peuvent y aller, mais il faudra les rembourser, donc ça restera une dette à un moment donné. Tout ce qui est chômage partiel, ça a été une aide. Ça nous a permis de garder nos salariés. C'est important quand même ce chômage partiel? Évidemment, c'est important. Ça nous a permis de garder nos collaborateurs à côté de nous, de passer le premier confinement, puisque quand on avait fait des promesses d'embauche, eh bien, ça nous a permis de garder ces salariés qu'on n'a pas dû laisser partir encore au Pôle emploi. Et on a pu les garder pour la saison et réussir à faire un semblant de saison qui n'a même pas duré 2 mois. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que nous sommes, la plupart de nos établissements sont saisonniers. Et on est fermé depuis le mois de octobre 2019. On a travaillé de 15 juillet au 6 septembre. Le 6 septembre, on a eu zone rouge. Donc tout s'est écroulé. C'est-à-dire qu'on a fait 2 mois de travail. C'est même pas une saison, c'est 2 mois de travail. Là-dedans, on a embarqué tous les secteurs, puisqu'évidemment, voilà, tous les secteurs qui travaillent avec nous ont été embarqués dans cette galère. À côté de ça, il faut tenir maintenant jusqu'en avril 2021. Il faut savoir qu'avril 2021, rien n'est sûr. On n'a que des reports de tous les groupes, de tous les individuels qui ont joué le jeu, qui nous ont permis de garder notre trésorerie et de garder nos arts, de se reporter sur 2021. Mais on n'a rien d'autre. Donc vous n'aurez pas de ressources qui s'annoncent, c'est ça que vous nous dites? Non, on n'a rien d'autre. Voilà. Jean Brignolet, le plan Salvette a co-construit avec les socioprofessionnels du tourisme, avec également les syndicats. Vous ne l'avez pas voté, vous vous êtes abstenu. Dans ce plan, dans les 100 millions d'euros de la CDC, il y en a 40 pour les mesures sociales. Gilles Simian nous en faisait état il y a quelques instants. C'est mieux de flécher les aides vers l'aide à l'emploi qu'à la consommation directe pour vous? Vous êtes d'accord avec ce principe? Et pour nous, c'est les deux. Il y a l'emploi et la consommation. Mais je vais déjà dire pourquoi on s'est abstenu. On s'est abstenu sur le plan de relance, mais on s'est abstenu aussi sur le plan qui avait été élaboré par le CESEC, par le Conseil économique. On s'est abstenu, on n'a pas voté contre. On a expliqué, on a même eu une relation avec le président de l'exécutif, en direct les organisations syndicales, où on a dit un certain nombre d'inquiétudes. Nous, la première chose que nous avons dit depuis le début, c'est que toutes les aides concernant l'emploi et les précaires devraient être conditionnées au contrôle. Concrètement, aujourd'hui, on a un tissu économique de TPE. On sait pertinemment, et nous, on est en première ligne, je dirais, on est en première ligne au niveau syndical, mais on est souvent en dernière position lorsqu'il y a des licenciements. Dans les TPE, lorsqu'il y a des licenciements, on demande aux organisations syndicales d'accompagner les gens. Toutes les aides doivent être conditionnées à Toutes l'emploi. les aides pour nous, aujourd'hui, on est dans la Salvette, on n'est pas dans le relaunch. On est dans la Salvette. La Salvette, ce sont les emplois. Parce que si aujourd'hui, les emplois, même non, si ils sont... on ne dit pas ça. On dit qu'il faut se garantir que tout l'argent qui sera donné. Aujourd'hui, on parle de 400 millions. Il y a 305 millions de la part de l'État en exonération de charges patronales ou sociales ou autres. Nous, on dit clairement que ce qui est donné par la collectivité en matière
d'aide à l'emploi, on soit sûr que cet argent-là, et tout faire pour qu'on puisse garantir, là où c'est possible, on n'est pas dans le monde artificiel, on est dans le monde réel, on sait qu'il y a des emplois qui suffiraient de pas grand-chose pour les maintenir. Si demain ils disparaissent, on sait pertinemment que dans les TPE, on ne les recréera plus. Et les gens qui travaillent dans les TPE aujourd'hui, peut-être qu'ils se retrouveront dans une situation inadaptée, parce que ce sont des gens qui ont travaillé pendant des années dans le même domaine, et aujourd'hui ils n'ont peut-être pas la capacité, y compris de suivre une formation pour se réorienter. Réponse Gilles Siméoni. Ces TPE qui vont peut-être être liquidés dans les mois, les années à venir, ces emplois qui vont disparaître, comment faire pour prévenir cette catastrophe en Corse? C'est le chemin que nous avons vocation à prendre ensemble. J'ai écouté avec attention, même si je connaissais la situation, et le rappel des difficultés rencontrées par les professionnels du tourisme et de l'hôtellerie, et les inquiétudes des salariés, des organisations syndicales. Et en ce qui me concerne, je ne vois aucune difficulté à entériner ce double constat et à dire qu'il faut s'engager pour rassurer, pour accompagner et pour renforcer. Alors sur les entreprises, on ne va pas revenir. Je voudrais simplement dire un mot concret parce que on définit quand même des dispositifs par rapport aux attentes du terrain. Sur, par exemple, la fermeture de celles et ceux qui vont rester fermés en décembre. Nous avions anticipé à la fin du mois de novembre ce risque de fermeture. La collectivité de Corse a peu de moyens propres. Qu'est-ce que nous avons décidé de faire? Nous avons décidé de concentrer notre aide complémentaire par rapport au FSN, c'est-à-dire les 10 000 euros qui viennent pour compenser une fermeture. Nous rajoutons 3 000 euros, la collectivité de Corse. Ce qui veut dire qu'une entreprise ou un commerce qui va rester fermé en décembre peut normalement avoir jusqu'à 13 000 euros de compensation de perte du chiffre d'affaires. Et puis ce que nous avons fait aussi, pour essayer de combler les fameux, vous connaissez l'expression trou dans la raquette, c'était de dire que la collectivité de Corse prend en charge les loyers à concurrence de 1 000 euros, 50% du loyer, pour celles et ceux qui ne rentreraient pas dans ce dispositif. Donc vous voyez, on est dans Et c'est valable pour les indépendants, pour les artisans, pour tout le monde. 16 600 artisans en Corse, première entreprise de Corse. C'est valable pour tout le monde. Et j'invite les gens, bien sûr, à se saisir de ces dispositifs. Sur les salariés, nous avons acté dans le plan Salvez, d'abord la rédaction d'impact entre les bénéficiaires, et notamment les entreprises bénéficiaires, et leurs salariés, c'est-à-dire qu'il faut s'engager effectivement pour la durabilité de l'emploi et pour la conservation de l'emploi à chaque fois que c'est possible. Et ensuite, il faut donner aux organisations syndicales des garanties supplémentaires. Ça passera par un dialogue renforcé dans les jours et dans les semaines à venir. On l'a bien compris, l'objectif des semaines qui sont devant nous, c'est d'avancer ensemble. Et c'est d'avancer ensemble pour tous les Corses et pour toute la Corse. Karina Goffi, le secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, avait annoncé un plan pour la Corse aux politiques, mais à vous aussi, socio-professionnels, c'était du côté de Bonifacio. Vous avez des nouvelles de ces mesures à venir? Non, pas du tout. On n'a plus aucun contact. On a eu pas mal de contacts au démarrage sur le premier confinement. À partir de maintenant, vous félicitiez d'ailleurs de l'action de Jean-Baptiste Lemoyne. Exactement, mais plus du tout maintenant, puisqu'effectivement, nous ne sommes plus du tout entendus. Nous avons sollicité Paris, par le biais du président, mais aussi par nos fédérations. L'ensemble du collectif que nous avons monté, tous nos présidents au national discutent quasiment toutes les semaines avec ces ministres. Aujourd'hui, en Corse, nous n'avons plus de dialogue. Donc, et ça vous inquiète, j'imagine? Très inquiétant. Vous nous dites aujourd'hui que vous êtes dans une urgence absolue et peut-être qu'il y aura aussi une troisième vague. On ne sait pas encore. Le vaccin, les effets vaccins, ça pourrait se faire ressentir sur l'économie pas avant fin 2021, selon les économistes. S'il y avait une troisième vague, elle serait supportable pour votre secteur? Ce serait absolument pas supportable. En tout cas, pas pour toutes les petites entreprises qui ont 2 ou 3 ans d'existence. Elles ne tiendront pas. Sur certains gros chefs d'entreprise, on va dire, on a des stratégies qu'on va devoir mettre en place, c'est-à-dire embaucher moins de collaborateurs, ouvrir peut-être un restaurant sur 2, trouver une nouvelle adaptation. Mais on ne tiendra pas sur une troisième vague. Et puis, on n'a pas de visibilité. On n'a rien derrière. Et on a déjà moins 30% de réservations. Ça veut dire qu'on part déjà en difficulté. Un mot, si vous permettez, parce que cette carence dans la mise en œuvre des engagements qui avaient été pris, elle est quand même révélatrice de l'état d'esprit actuel, je dis actuel, du gouvernement et de l'État, qui ne peut pas nous convenir. Et c'est pour ça que j'insiste. J'espère que dans les heures à venir, y compris sous l'arbitrage
du président de la République, si nécessaire, la position de l'État va évoluer radicalement. Parce que sur la question du tourisme, on a un secteur qui représente en Corse, on le sait, plus de 30% du PIB, là où la moyenne française est de 7,5%. Et si on considère toute l'économie induite, on est presque à beaucoup plus loin. 70%. On a donc un secteur qui est impacté de plein fouet avec des pertes de chiffre d'affaires allant jusqu'à 100%. On a deuxièmement un secteur qui est organisé avec des professionnels soutenus et accompagnés par la représentation politique qui arrivent avec des propositions concrètes. Et on a troisièmement la chance d'avoir un secrétaire d'État, Jean-Baptiste Lemoyne, qui nous écoute, qui s'engage et qui, au nom du gouvernement, à la fin du mois de mai, prend une promesse solennelle devant nous en disant qu'il y aura 3 volets spécifiques. Il y aura un volet spécifique dans le plan Relance Tourisme France Global. Il y aura un volet spécifique pour les régions et territoires d'outre-mer. Il y aura un volet spécifique pour Lourdes et il y aura un volet spécifique pour la Corse. Et c'est écrit dans le document du gouvernement. La promesse est tenue, et tant mieux pour nos amis d'outre-mer. Elle est tenue pour Lourdes, elle n'est pas tenue pour la Corse. Mais comment vous l'expliquez ça ? Moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui d'interlocuteur dédié, à part Mme Gouraud, avec une vraie vision politique imprimée par le gouvernement et donnée par le président de la République. Si le président de la République dit il y a en Corse aujourd'hui un vrai problème politique, il y aura les moyens de traiter le problème politique, la question politique, et vous savez que nous y sommes attachés de façon essentielle dans le fil historique. Mais la Corse n'est plus un problème politique essentiel au plus haut niveau de l'État. La question Corse se pose toujours et n'a toujours pas été réglée au plan politique, mais je laisse cet aspect de côté. Parlons de l'économique et du social, même si là aussi il est difficile de dissocier. Mais l'économique et le social aujourd'hui, il n'y a personne à Paris qui dise clairement il y a dans cette île des problèmes spécifiques. Il y a dans cette île une assemblée qui s'est prononcée à l'unanimité. Il y a dans cette île des professionnels, des organisations syndicales qui demandent un véritable dialogue. Pas un dialogue qui soit une fin en soi, un dialogue qui soit orienté vers un objectif. L'objectif, c'est quoi ? Une négociation, une discussion, une contractualisation entre, d'un côté, la Corse, sa représentation élue, ses forces économiques et sociales, et de l'autre, l'État et l'Union européenne. C'est ce qui se passe partout. Nous le demandons pour la Corse. Jean Brignolet, on va voir avec vous l'aspect social, évidemment. On sait qu'un ménage sur 5 en Corse vit sous le seuil de pauvreté. Il y a aussi des salariés qui sont précaires. Il y a ce chômage partiel qui fait baisser mécaniquement aussi certains salaires. Pas tous, parce qu'il y a beaucoup de RMistes en Corse. Est-ce qu'on est d'ores et déjà dans un état d'urgence sociale selon vous ? Bien sûr, on est dans un état d'urgence. La crise de la Covid a accentué déjà les mécanismes. Aujourd'hui, il y a un delta entre les plus riches et les plus pauvres en Corse qui est de plus en plus grand, de plus en plus imposant. Aujourd'hui, c'est pour ça que l'on se bat aussi pour préserver l'emploi, parce que derrière, si l'emploi n'est pas préservé, ça veut dire que c'est le chômage, c'est d'autres mécanismes qui viendront, le pouvoir d'achat qui sera diminué. Il a déjà été diminué, mais peut-être à un moindre coût, parce que malheureusement aussi l'économie corse est faite de la paye au SMIC. Et que quand on est payé au SMIC, au chômage partiel, on est payé au SMIC. C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas aujourd'hui la véritable, présence du chômage partiel. Elle n'est pas, on ne le regarde pas de la même façon qu'on peut le regarder autre part. Mais concrètement, on sait pertinemment qu'au premier trimestre 2021, si les mesures, y compris de longue durée, de chômage partiel de longue durée, ne sont pas mises en place, parce qu'après, on pourra demander aussi aux entreprises, aux TPE, d'organiser le chômage partiel de longue durée. Ça, s'il n'y a pas une prise en main, une réflexion, je dirais, globale au niveau du territoire, on n'arrivera pas. Ça veut dire que des gens, peut-être, n'ayant plus le chômage partiel, vont être obligés, et certains chefs d'entreprise vont être obligés de se séparer d'un certain nombre de collaborateurs. Jean Brignolet, on le disait, chacun appelle de ses voeux. Oui, il va falloir donner un petit peu la parole à Karina Goff également. Le micro. Pardon, là où on bloque avec le gouvernement sur la question du tourisme, il y a 2 aspects spécifiques à la Corse qu'on a mis en avant. D'abord, la lutte contre les locations meublées sauvages qui font une concurrence déloyale. Ça a une proportion en Corse que nulle part ailleurs. Le Airbnb, vous allez vous attaquer vraiment à ça ? Mais nous y sommes attaqués avec des propositions. Plus profondément ? Nous n'arrivons pas à avancer. Deuxième exemple, cette fois-ci à connotation plus sociale, en tout cas plus marquée au plan social, la question de la CDIsation. Des travailleurs. Des saisonniers, notamment des saisonniers, pour que ce secteur soit attractif, y compris pour les jeunes Corses. Pour vous, là, nous avons des propositions fortes, qui sont structurées, qui sont juridiquement fondées
et nous n'avons pas de réponse. Donc il faut vraiment continuer à demander et surtout il faut obtenir. Est-ce que vous croyez à des lendemains plus cléments, Karina Goff? Est-ce que le rebond avec la prochaine saison, si le vaccin est vraiment efficace, vous y croyez à cette prochaine saison, à cette relance? On vous sent un petit peu désabusé. Non, désabusé, oui, mais en tant que chef d'entreprise, on ne va pas baisser les bras. On a l'habitude, au contraire, de prendre toutes les choses à bras le corps et de tenir nos entreprises. On ne va pas laisser tomber non plus nos salariés. Et à côté de ça, M. Simeone a parlé du Airbnb. C'est une évidence. Il y a un gros travail là-dessus qu'on peut faire collectivement et qu'il va falloir faire rapidement. Aussi avec de la répression, de la coercition? La répression, c'est une évidence. Pas que Airbnb. Il y a aussi les résidences secondaires qui sont louées au noir. Y compris par des Corses. Oui, y compris par des Corses. Mais les communautés de communes ont la possibilité. Qui ne sont en Corse que pour avoir des résidences secondaires. Aussi, on a vu l'étude de l'ATC, il y a beaucoup d'étrangers, de continentaux qui possèdent des résidences en Corse et qui le louent. C'est une étude qui a le mérite d'exister. Il manque Booking dessus, qui est quasiment 80% de la clientèle qui arrive sur la Corse. On cite des marques, mais bon, elles sont emblématiques. Voilà, pardon. Mais à côté de ça, c'est une certitude qu'il va falloir prendre ce dossier rapidement et ne pas attendre encore des années, parce que c'est un dossier qu'on essaie de porter depuis 7 ou 8 ans et personne ne veut nous entendre. Mais les collectivités ont le pouvoir, et les maires aussi, de faire leur travail là-dessus. Karina Goff, si vous aviez une mesure à demander à Gilles Simeone, ce serait laquelle maintenant, tout de suite? Alors moi, je vais poser une question au président, mais je vais la poser aussi à l'ensemble des groupes politiques, puisqu'ils nous ont reproché de ne pas les avoir interrogés sur le plan d'urgence. Souhaitez-vous réellement du tourisme en Corse, oui ou non? Très vite, très vite. Le tourisme, ce n'est plus un mal nécessaire, le tourisme, c'est un secteur clé dans notre économie globale. Oui, nous voulons le tourisme, nous voulons un tourisme qui est un tourisme, vous le savez, durable, de qualité, respectueux de notre environnement, ouvert sur la formation des jeunes Corses, respectueux de notre terre, et un tourisme qui soit une partie d'un système économique global. Donc vous allez soutenir ce secteur. Mais nous le soutenons, nous allons continuer à le soutenir, mais nous allons soutenir aussi l'agriculture, nous allons soutenir les entreprises, nous allons soutenir les start-up et le numérique, nous allons soutenir les artisans. On veut une économie qui soit une économie équilibrée, une économie à visage humain, une économie au service de la Corse et des Corses. Jean Brignolet, une mesure que vous voudriez voir adoptée par une mesure, il pourrait y en avoir plusieurs, mais la mesure, pour nous, elle est importante. C'est vis-à-vis des précaires et des travailleurs pauvres. Aujourd'hui, on en a de plus en plus. Je sais que la collectivité a majoré un peu les aides qui ont été faites. Je crois qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on ait, de la part des politiques, et on l'a proposé au président de l'exécutif, qui mette en œuvre une réflexion avec l'ensemble des acteurs économiques, parce que très souvent, les organisations syndicales, on l'a vu le 27 octobre, nous avons été invités à une discussion. Nous avons dit ce que nous pensions. Nous avons dit que nous étions prêts à faire les choses. Nous revendiquons encore et nous redisons au président de l'exécutif, c'est aux politiques aujourd'hui à proposer, parce que si c'est fait par les patrons, ça ne sera pas accepté par des autres, une méthode pour que tous ensemble, on trouve des moyens. De manière collective, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en dehors du terrain. Merci. On est véritablement dans le terrain. Et aujourd'hui, en tant qu'organisation syndicale, on ne doit pas être à la remorque et on ne doit pas être derrière. On doit être là, après chacun avec ses différences, chacun avec ses convictions. Mais si aujourd'hui on ne le fait pas, demain on ne pourra pas parler de relance, on ne pourra pas parler d'avenir serein. Merci monsieur, merci madame. Toute petite réponse. Nous allons le faire. De manière collective. Nous allons le faire de façon collective. Chacun, ça a été dit, avec ses différences aussi. On ne va pas rechercher un unanimisme de façade. Mais par contre, a fortiori, confronté à une crise d'une gravité sans précédent, je pense que le peuple corse doit trouver, conformément à son histoire, en lui, les ressorts de la solidarité. De manière collective. Vous avez entendu le STC. Merci Jean Brignolet, merci Karina Goff. On ouvre à présent le 3e chapitre de cette émission Une économie à la mer. Quelle perspective! Nous sommes toujours ici à Porrette pour évoquer cette économie corse en souffrance, l'économie corse qui doit se détacher de la saisonnalité, du tout-tourisme, un serpent de mer, une chimère clamée par tous les pouvoirs depuis des lustres. Faut-il initier plus globalement des projets structurants? On va tenter à présent de dessiner des perspectives avec en premier lieu une illustration autour de la dépendance au tourisme et au transport du côté de l'extrême sud avec Anne-Marie Letch et Guillaume Leonetti.
L'aéroport de Filly-Gary est l'une des portes d'entrée de l'extrême sud et pour les fêtes de fin d'année, 2100 sièges supplémentaires ont été attribués à la plateforme. Le jour du tournage, seuls 3 avions ont atterri, 3 rotations autorisées dans le cadre des contraintes sanitaires alors en vigueur. L'occasion de demander aux passagers réguliers leurs besoins par rapport au vol. Parce que l'été, il y en a suffisamment, mais l'hiver, il n'y en a pas beaucoup. Et comme je viens très souvent ici, c'est plus difficile d'en trouver. C'est contraignant par rapport aux horaires pour le travail et pour mes études. Je ne peux pas rentrer à n'importe quel moment. Et il faut choisir bien le vol parce qu'il n'y en a pas beaucoup, justement. Filly-Gary est classé aéroport secondaire et il est désormais le 3e de l'île, loin devant celui de Calvi, grâce notamment à son offre estivale. En hiver, l'offre est surtout réduite aux obligations de service public assurées par Air Corsica. La plateforme aéroportuaire de Filly-Gary est-elle utilisée à la hauteur de son potentiel? Des passagers, des socio-professionnels de la micro-région pensent que non. Pas assez d'avions, des horaires inadaptés et des tarifs trop élevés. Pour les utilisateurs réguliers de l'avion, le plan de relance transport doit aussi se penser avec les aéroports secondaires et en revoyant la politique tarifaire de l'hiver. Chaque année, en période creuse, 1 million de sièges à destination de la Corse ne trouvent pas preneur. Dans l'offre transport, le trafic aérien se place devant le trafic maritime aujourd'hui, avec plus de 4 260 000 passagers, dont près de la moitié réalisés en été. D'autres horaires et une baisse des tarifs en période creuse suffiraient-ils à remplir davantage les avions? Est-ce seulement réalisable? Pour les opérateurs des transports, les choses ne sont pas si simples. L'offre doit être réfléchie avec les acteurs du maritime et aussi les professionnels des différents secteurs économiques, dont l'un d'eux pèse énormément dans l'économie insulaire. Le tourisme, 33% du PIB et même 60% dans l'extrême sud de l'île. Jean-Christophe Angelini est depuis juin dernier le maire de Porto Vecchio. Et il est aussi depuis 5 ans le président de l'ADEC, l'agence économique de la Corse. Il veut insister sur les effets dévastateurs de la Covid. Les entreprises auxquelles aujourd'hui on parle de relance, alors même qu'elles sont au bord du redressement judiciaire, qu'elles sont confrontées à une perte d'activité et d'exploitation depuis de très longs mois, voire même en situation de liquidation. Donc il n'y a pas de sens à parler de relance si on n'assoit pas réellement un plan de sauvegarde. Une relance encore en gestation et pour le président de l'ADEC, il nécessitera des réformes profondes pour produire des effets à 5 ans. Garder une agence du tourisme, une agence de développement économique, une ou plusieurs chambres de commerce, de métiers, etc. et des acteurs disséminés alors qu'on sert tous et toutes le même objectif, ça ne me paraît plus pertinent au moment de crise profonde où nous parlons. Pour le maire de la Cité du Sel, le plan de relance exige d'autres conditions. Obtenir des leviers fiscaux de la part de l'État, négocier une nouvelle offre de transport avec l'Europe et annualiser le tourisme. Cette rue, principale artère de Porto Vecchio, est aussi pratiquement la seule à accueillir des boutiques à l'année. La Cité du Sel, comme tout l'extrême sud, dépend fortement de l'activité touristique. Et ici, les commerces, pour la plupart, ferment le 31 octobre. Comment faire pour inverser la donne? Et si la Corse ne peut pas se passer du tourisme, comment faire pour que l'activité touristique irrigue suffisamment le territoire pour soutenir une économie à l'année? Pour certains, il est urgent de refondre le tourisme et de profiter du plan de relance pour le faire. Dans l'extrême sud, César Philippi est un acteur économique incontournable. Avec d'autres professionnels, il a créé la Fédération des opérateurs du tourisme corse. Elle défend une refonte complète du secteur. Voilà, tout est hiverné, tout est rangé. D'habitude, à cette même période, tout fonctionne. Et voilà, cette année, rien du tout, depuis la fin octobre. La vision, c'est de tourner le tourisme vers une démarche professionnelle, uniquement professionnelle, un tourisme maîtrisé, un tourisme à taille humaine, un tourisme qui va chercher une clientèle de niche et surtout va répondre aux attentes du PADUC, puisque ça figure dans le schéma numéro 8, schéma développement touristique voté avec le PADUC, un tourisme à l'année. Ce patron d'un hôtel de luxe accuse les politiques insulaires de favoriser involontairement la concentration estivale et le paratourisme et de ne pas soutenir suffisamment les professionnels. On promet une meilleure saison aux acteurs économiques en disant on va faire venir plus de monde. C'est absolument faux. C'est le chemin, c'est le non-dit qui va nous conduire au tout-tourisme. Si l'objectif est de revenir vers un tourisme à l'année, il faut d'abord demander leur avis à ceux qui l'ont pratiqué et qui malheureusement,
avec les excès de la para-hôtellerie, sont revenus à l'exploitation de la saison en licenciant le personnel. Il ne sera pas facile d'accorder tout le monde. Le plan de relance ne se fera pas sans d'âpres négociations. Pierre Orsini, vous présidez la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Corse. Vous gérez notamment cet aéroport. Merci de nous accueillir. C'est avec plaisir que je vous accueille. Dominique Cialelli, vous êtes le PDG de l'entreprise Pietre, une idée qui a été lancée maintenant depuis un quart de siècle. Vous nous aiderez, par votre formation, de par vos idées aussi, à dessiner peut-être l'après-Covid. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question à vous, Gilles Simeoni. Dans les domaines de la maîtrise, de la régulation, des richesses de demain, quelles mesures de fond vous entendez initier, notamment au plan du tourisme? A Federazione dell'Opera di Turismo vous en demande. Pour elle, rien de concret n'a été fait depuis que vous êtes au pouvoir. Est-ce que c'est le moment de lancer les grandes manœuvres en l'espèce? D'une part, je ne pense pas que César Philippe et sa fédération soient aussi sévères que cela. On a vu un communiqué qui est sorti ces dernières heures. Il est assez sévère. Avec la majorité nationaliste, mais c'est son droit le plus absolu, bien sûr. D'autre part, je n'ai rien entendu dans ce qu'il a dit avec quoi je sois en désaccord, mais ça ne vous surprendra pas. Non, moi je pense qu'on est dans une transformation de fond que nous avons engagée et qui va s'accélérer d'un point de vue des infrastructures de la Corse, d'un point de vue de sa maîtrise des transports maritimes et aériens, d'un point de vue du développement du très haut débit, par exemple, des infrastructures routières, et puis de la formation, de l'évolution de notre modèle économique et social, d'un statut fiscal et social à construire aussi pour être pleinement à la fois ouvert, bien sûr, sur l'Europe, sur la Méditerranée, sur le monde. En quoi le statut social et fiscal serait efficace contre la crise ? Je parle, me semble-t-il, sous le contrôle de gens qui vivent et qui font l'économie. Je pense que la fiscalité, c'est un outil puissant, majeur, à la fois de soutien à la création de richesses et un outil de régulation dans la redistribution de cette richesse dans une logique sociale. Dominique Cialelli, le triptyque Corse, transport, tourisme a toujours été en déséquilibre. Est-ce qu'il y a une voie pour rééquilibrer tout ça ? Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'économie. C'est vrai que ça fait 25 ans que je suis dans l'économie corse. J'ai vu différentes phases. On a déjà connu certaines crises. La violence de celle-là, elle est totalement inédite. Et même si, effectivement, on a au niveau de la Corse des atouts exceptionnels, on a de quoi se projeter dans l'avenir avec beaucoup d'optimisme, on doit pour cela survivre à la phase actuelle. Donc je pense qu'aujourd'hui, même si on peut effectivement espérer le meilleur, il faut se préparer au pire dans les mois et dans l'année qui viennent. Je pense qu'on n'est pas du tout sorti de la crise actuelle. Je pense que les débats qu'il y a eu sur le tourisme, il faut effectivement les poursuivre, mais ça reste, à mon avis, pour le très court terme, la seule locomotive et le seul moteur qu'on peut activer de manière assez simple. Et encore une fois, je pense que tout le monde a besoin de passer une année 2021 la moins catastrophique possible. Pierre Orsini, on est dans la survivance ? On est dans la survivance, mais juste un petit rappel sur l'action de la Chambre de commerce. Il est important quand même de rappeler que à partir du mois d'avril, quand l'économie et les flux se sont arrêtés, on a lancé 3 actions. La première, c'était la reconnexion de notre île, parce que naturellement, nous avions le spectre de l'année blanche au niveau tourisme, et c'était quelque chose que nous n'aurions pas pu supporter en termes économiques. 30%, tout à l'heure, Gilles Simeoni le rappelait, le président, 30% quand même du PIB, c'est-à-dire 2,5 milliards d'euros. Donc ça, c'était une des toutes premières choses, la reconnexion. Ensuite, naturellement, il y avait derrière tout cela la sauvegarde des entreprises. Avec Sustain, nous avions de suite alerté le président sur le fait que nous devions soutenir notre économie. Donc ça a été aussi la deuxième chose. Et aussi avec Comprogui qui est encore d'actualité dans les commerces de proximité. C'était un message que nous voulions lancer aussi à nos ressortissants, mais aussi à la population. Et enfin,
essayer d'imaginer le redémarrage de l'économie avec, je dirais, une réponse du terrain. 1800 entreprises qui ont répondu à... Elles vont comment, ces entreprises? Elles vont comment, ces entreprises? Elles vont mal. Il va y avoir beaucoup de défaillances? Il y aura des défaillances. Aujourd'hui, il y a une cellule de crise qui recense 6000 entreprises. Donc là aussi, il était important pour nous d'avoir une vraie remontée de terrain. Malheureusement, l'État a été sourd. L'État a été complètement sourd. C'est pour cette raison que nous sommes revenus avec des revendications des socioprofessionnels vers le président de l'exécutif en disant « Attention, nous sommes en détresse ». Et là, il y a eu une vraie prise de conscience du politique qu'il faut souligner. Voilà. J'espère qu'aujourd'hui, le plan Salves et Rilancio sera entendu. Effectif. Pour l'instant, on est toujours dans la négociation, on le disait en préambule. Pour dire un petit peu le cataclysme, deux chiffres si vous le permettez. Pour avoir une négociation. Oui, voilà. La négociation pour avoir une négociation. Pour dire le cataclysme, rien de mieux que de comparer les trafics dans les aéroports corses. En 2019, 4,2 millions de passagers. En 2020, au 15 septembre, il reste un petit trimestre, mais il est guère reluisant, 1,8 million de passagers dans les aéroports, plus de 50% en moins. Idem pour les ports corses, 3,9 millions de passagers, 2 millions au 15 septembre. Dominique Cialé, quand on a préparé cette émission, vous nous disiez vouloir un plan de promotion de la destination corse pour 2020. Là, tout de suite, il faut faire quelque chose parce que sinon, on va vers quelque chose de très grave au niveau économique. Oui, je pense qu'on ne pourra pas faire une deuxième année comme celle qu'on a vécue maintenant. Et effectivement, quand on voit que les négociations portent sur le fait d'avoir des négociations, c'est mal embarqué. Donc on est un peu inquiet sur effectivement 2021. À court terme, pour vous, il faut mettre toutes les ressources sur le taux. Oui, je dirais et la saison à court terme, c'est-à-dire maintenant, effectivement, il faut prendre des mesures qui soient accessibles au niveau régional uniquement. Effectivement, donc aller chercher l'État, c'est normal, mais c'est plus sur le moyen terme. Donc là, sur le très court terme, je dirais, et pas uniquement des mesures de promotion de la destination, parce que ça, c'est un travail de fond qui a été fait. Mais on voit que beaucoup de régions françaises ou dans d'autres pays européens ont vraiment promotionner la destination sur des formats du type si vous passez 3 nuits chez nous, on vous offre la 4e. Il faut faire des packages. Sur des packages promotionnés parce que si on considère que la crise ne va pas être tout à fait réglée au niveau sanitaire l'année prochaine pour la saison, en tout cas pas pour le début de la saison, on peut considérer également que la saison, même cette année, elle n'a pas été si mauvaise que ça, du 15 juillet à fin août. Mais ça ne suffit pas. Donc si on peut, avec des mesures qui ont un effet de levier assez fort, jouer sur avril, mai, juin, qui vont être vraiment des moments qui vont être difficiles, avec des réservations aujourd'hui en baisse, avec rien qui est fait pour que les gens... Karina Goff, il nous le disait tout à l'heure. Donc si on peut mettre le paquet sur des mesures de ce type-là, qui coûtent de l'argent, mais qui restent des choses à hauteur des moyens de la région, on peut... sauver la mise à l'avant-saison, je pense qu'on aura une saison correcte et on peut se dire qu'après, les effets de la Covid, peut-être dans un scénario optimiste, seraient gommés pour l'arrière-saison. Donc on pourrait retrouver en Corse une année 2021 pas normale, parce qu'elle ne sera pas normale. Il y aura les déflagrations des dépôts de bilan, il y aura tout un tas d'effets, mais essayer de gommer ça au maximum. Après, je dirais tout le travail de fond sur le fiscal, le social, l'économique, d'aller chercher l'État. Tout ça, il faut le faire tout en parallèle. Mais je dirais que s'il y avait vraiment une mesure coup de poing, court terme, ça serait effectivement à mettre le paquet sur l'avant-saison. On est toujours dans Juste Pierre Orsini, pardonnez-moi, on est toujours dans la crise sanitaire. Je vais vous poser une question. Le préfet a mis en place ce qu'on peut appeler un avatar du Green Pass qui avait été proposé par la collectivité de Corse. Alors,
est-ce que ce sera un impact positif ou négatif? Green Pass pour Noël, hein, ce n'est pas encore annoncé pour la saison. Est-ce que ce sera un impact positif ou négatif pour la destination Corse selon vous? Alors, juste avant, je veux quand même vous répondre sur la reconnexion. La reconnexion, ça a coûté 5 millions d'euros à la CCI. Parce que les entreprises aériennes, elles ne reviennent pas en Corse comme ça. Quand vous connectez, pour reconnecter l'entreprise, la région, en fait, vous devez aussi faire du marketing, etc. 5,5 millions d'euros, ça quand même, entre le maritime et l'aérien. Maintenant, sur le fait que nous ayons de nouvelles contraintes. Des tests. Voilà, des tests. Une déclaration sur l'honneur. La situation n'est pas la même. Hein. En avril, c'était complètement différent. Des tests, il n'y en avait pas. Ouais. Donc c'est un impact positif ou négatif selon Positif. Positif. Il faudra le faire pour la prochaine saison aussi. C'est un rassemblement, on verra. C'est un rassemblement aujourd'hui familial. D'accord. Il va y avoir environ 50 000 personnes qui vont arriver en Corse d'ici peu. Il faut faire le test. Je pense que c'est une bonne mesure. Oui, vous êtes pas forcément pour. Un impact qui peut être positif sur le plan sanitaire, sur le plan psychologique. C'est un impact, si ça devait être prolongé sur la saison, où de nombreuses études montrent que ça a un impact quantitatif qui sera forcément négatif. C'est un facteur anxiogène pour vous, c'est ça? Non, c'est un facteur à la fois, c'est anti-anxiogène, c'est-à-dire que mettre des tests et arriver dans une destination safe, c'est bon. Mais c'est des freins supplémentaires qu'on met. Et donc, techniquement, il y a des gens qui se diront je vais on n'y va avec pas. mes gamins. Donc ça va être positif et négatif. C'est pour ça que je dis que pour compenser le négatif, promotionnons encore plus. C'est important, ça, cette question. Prenez votre micro. C'est important, cette question du Green Pass ou autre pour la prochaine saison. Vous êtes pour faire vraiment une destination confiance et pour vous, il y aura un impact positif, y compris sur l'économie? Je pense que ce qui s'est passé depuis le 7 mai dernier, date de la proposition par le Conseil exécutif et la validation par la majorité de l'Assemblée du principe du Green Pass, nous a donné globalement raison. Maintenant, on ne peut pas réécrire l'histoire. Aujourd'hui, on est à Noël. Il y a une mesure qui a été prise, peut-être améliorable dans ses dispositions, mais objectivement, elle est bonne. Et ça démontre aussi que sur le principe, nous avions vu juste. Sur la préparation de la suite. Là, vous avez rencontré le préfet, en l'espèce. Sur la préparation de la suite. Moi, je crois qu'il faut se situer dans un monde, en 2021, où on n'aura pas encore tout à fait le vaccin. Et où il risque d'y avoir cette politique de stop and go, c'est-à-dire une alternance de phases où on est dans une situation quasi normale et un retour épidémique. Moi, je reste persuadé qu'un dispositif de ce type, je suis un peu en désaccord avec M. Sialil sur ce point, s'il est travaillé en amont, s'il bénéficie, par exemple, des nouveaux tests qu'on peut espérer, les tests salivaires beaucoup moins intrusifs, etc., c'est un dispositif qui va sécuriser la destination, qui sécurise les passagers, qui sécurise la population résidente et donc qui, in fine, contribue à renforcer son attractivité. Nous aurons le temps de le construire. Sur les mesures, 2 mots importants. La campagne Compre un Corsica, Campu, et maintenant on a décidé ensemble de faire un label et une promotion Campu et Compre un Corsica, c'est-à-dire en gros les circuits courts dans l'agriculture, mais pas seulement, la solidarité déclinée. Il faut relancer d'ailleurs Isolde Goursi. C'est quelque chose pour favoriser les circuits courts. À quoi il faut réfléchir. Ça marche pas mal dans un certain nombre de villes. On travaille dessus. Et en gros, c'est quoi? C'est une valorisation, un ticket que mettrait par exemple la collectivité de Corse pour inciter le consommateur à aller plutôt dans le commerce de proximité ou chez le producteur de proximité qu'ailleurs. Donc, on y travaille. Un mot aussi sur la campagne de promotion. Une campagne de promotion, en soi, ça ne veut rien dire. Campagne de promotion, comme vous l'avez dit, l'un et l'autre, c'est un levier par rapport à une vision globale. Cette campagne de promotion, je rappelle que l'ATC a mis 12 millions d'euros en fonds propres, grâce aussi à des aides, des mobilisations, etc., dont 6 millions sur une campagne de promotion, non pas seulement de la destination Corse, mais de notre vision de ce que peut être le tourisme et déclinaison opérationnelle à co-construire, là aussi, bien sûr, avec les acteurs. Et ça peut être un élément d'une stratégie d'ensemble, un élément important. On va quand même envisager quelques points positifs parce que l'économie corse a une capacité de résilience. On a vu poindre un certain nombre d'initiatives ces dernières semaines, ces derniers mois. On pense à un horloger du côté de Solenzar, des regroupements d'associations de commerçants, des ouvertures tardives, dominicales, des marketplaces numériques. C'est bien, Pierre Orsil, mais il faut le multiplier à des dizaines d'unités pour que ça ait un vrai effet. Il faut surtout le qualifier.
Si vous voulez, aujourd'hui, nous devons avoir une vision de notre économie déjà par filière. On a déterminé 12 filières en Corse, qui sont les 4 souveraines, tourisme, commerce de proximité, transport et BTP. BTP qui s'est un petit peu relancé ces dernières semaines. C'est un petit peu relancé ces dernières semaines. La grande distribution a profité un petit peu du premier confinement, mais a pâti de la saison. Voilà. Ensuite, vous en avez 3 qui sont clés, qui sont la silver economy, qui sont aussi le numérique. Vous croyez à cette capacité de résilience de l'économie corse ? Mais nous, on doit y croire. On doit se projeter. Je dirais, aujourd'hui, il est nécessaire d'exercer un double mouvement, c'est-à-dire un bond qui nous permette de passer ce mur de dette, parce que si le bond est petit, on est devant le mur de dette. 1 milliard de dettes, selon un cabinet indépendant que vous avez mandaté. 1 milliard de dettes. Et pour ça, justement, il faut une ingénierie. Pour donner de la poussée à nos projets. Vous parliez tout à l'heure de cette horloger, vous parliez de numérique. Il faut leur donner de la poussée, il faut leur donner de l'ingénierie que nous n'avons pas. Nous avons un tissu économique qui est faible, on le répète. Ce sont des problèmes d'infrastructure de la Corse. C'est pour cette raison que... Pas de moyenne entreprise comme en Allemagne, par exemple. Un double mouvement. Très peu. Celui-ci et l'accompagnement. Parce que nous allons avoir des dégâts, 6 000 entreprises en difficulté. Donc un accompagnement à long terme. Si nous perdons les emplois, nous perdrons aussi les compétences et nous ne pourrons pas les retrouver de sitôt. Il faut appuyer la formation, etc. Il nous reste 2 minutes 30 d'émission. Dominique Cialel, il faut de l'initiative privée, mais aussi de l'initiative publique. Il va falloir un vrai levier, il va falloir des ressources, il va falloir des fonds publics pour repenser toute l'économie en termes de structure, en termes d'énergie, sur les déchets, dans différents domaines. Ouais, les sujets sont infinis, puis je pense que Gilles a un travail phénoménal. En tant qu'entrepreneur, on ne voit pas les choses comme ça. Moi, j'ai reçu la Directe, qui était toute contente en arrivant. Voilà, il y a je ne sais pas combien de milliards pour France Relance. Donc on vient en Corse et on essaie de voir s'il y a des... On a passé 2 heures ensemble, très agréable. On a beaucoup de projets, mais il n'y en avait aucun qui cochait les cases. Ouais. Et d'une manière générale, ce que je vis depuis 25 ans, c'est que on est parti d'une idée, on est parti d'une énergie, mais à chaque fois on était à côté des cases, des dispositifs, des gens. Donc, et c'est terrible parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que des jeunes qui ont des idées, qui aient des projets, voient des guichets et on dit « Ah non, mais ça, c'est... » Je dirais, pour moi, fondamentalement, le rôle des politiques, c'est effectivement d'insuffler une vision, et le rôle des entrepreneurs, c'est d'agir, de créer de l'emploi, de créer de la valeur ajoutée, etc. Et de trouver auprès des politiques une oreille bienveillante. Mais ce n'est pas aux politiques de définir filière par filière. Enfin, j'ai l'impression de retrouver l'URSS quand j'étais en enfant. Il faut pas de dire il faut de l'initiative privée avant tout. Dans et tel endroit. il faut que le public facilite. Donc il faut trouver cette symbiose entre acteurs. Et la Corse le permet parce que c'est quand même un petit territoire où tout le monde se connaît. Donc on peut repenser un nouveau modèle économique et social, c'est ça? Oui. Moi, j'en suis persuadé. Après, c'est vrai qu'on est confronté à un cumul de contraintes énorme. D'abord, il y a eu un déficit de dialogue politique avec l'État sur la situation politique de la Corse, l'histoire. Premièrement. Deuxièmement, on a eu cette construction de la nouvelle collectivité de Corse qui a pris beaucoup d'énergie. Troisièmement, on est confronté à une crise Covid qui est un cataclysme sans précédent au plan sanitaire, économique et social. Et quatrièmement, je dirais, on avait déjà un retard et des difficultés avant la crise Covid, dans l'économie et ailleurs, dans les infrastructures. On va redonner la parole la situation dénoncée par l'autorité de la concurrence, les phénomènes de concentration excessive dans des secteurs stratégiques, les retards en termes d'infrastructures, les difficultés du transport maritime. Il faut lancer tous ces chantiers. Aérien. Tout ça, bien sûr que c'est difficile, mais à côté de ça, et ça a été dit tout à l'heure, nous avons des atouts énormes. Nous avons une volonté collective, nous avons une ressource humaine incomparable, nous avons une jeunesse qui est mobilisée. Vous croyez à l'économie corse? Moi, j'y crois profondément et je reviens au début et à ce qui fonde en fait notre fil historique. Et mon paese d'ava, LM Ava. Une mesure en 5 secondes, Pierre Orsini, que vous voudriez mettre en place via l'Assemblée de Corse. L'article 46 de la loi PAC. Voilà. C'est-à-dire nous donner la parole, je dirais, intérêt des chambres de commerce
au sein de la collectivité. C'est en marche. Intérêt l'économie, voilà, intérêt l'économie, je dirais. Une mesure, Dominique Ciallet, il reste 30 je vais secondes. me répéter, mais moi je tiens absolument à si on peut faire un effet de levier sur avril, mai, juin. Je dirais le reste, on s'en occupera. Pour revenir au cœur de votre 10 émission, secondes. volet salvezza, volet relaunch, salvezza et relaunch, nous sommes ensemble, unanimité de la représentation élue de l'Assemblée de Corse, très large consensus des forces économiques et sociales, syndicats à convaincre et à faire venir avec nous, obtenir de Paris l'ouverture de ces discussions et avancer dans ces domaines précis. Merci. Parce qu'on va créer de l'espoir et si on crée de l'espoir, c'est la vie qui gagne. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission intitulée Une économie à la mer. Les débats politiques, le débat économique se poursuivent évidemment dans nos différentes éditions d'information. À bon azir à tutti.